Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé, réaction musclée de l'ambassadeur Issa Konfourou devant le Conseil de sécurité de l'ONU à ce rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. C'est la thématique qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Dr Ali Di Agali Ouele, il est vice-président du Bloc pour le redressement de la démocratie au Mali, BRD. Monsieur le vice-président, merci d'être là. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Deuxième invité, monsieur Hassan Sey, il est juriste. Monsieur Sey, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Troisième invité, M. Bagui Diarra, quant à lui, il est analyste politique. M. Diarra, merci d'être là. Moi, je vous remercie. Notre quatrième invité, Abdoulaye Alaï Koïta, président du mouvement En Avant, candidat malheureux aux élections législatives de 2018 ou 17 dans la région de Mopti. C'est le candidat malheureux, merci d'être là. Très heureux quand même. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau et auditeurs de Renouveau. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais, si vous voulez, si on a coutume de dire au Mali que les années se succèdent mais ne se ressemblent pas, tel n'est pas le cas au niveau de l'énergie du Mali, puisque à la même période, les Maliens sont servis de la même manière par cette société qui devrait en tout cas servir de l'électricité aux Maliens. Docteur M. Bagui Diarra, votre réaction déjà, comment expliquer la récurrence de ce phénomène déjà? Merci bien, Sylvie. Je pense que cette récurrence de ce phénomène-là est vraiment déplorable, on peut même dire regrettable en tout cas pour les populations maliennes d'une manière générale. Oui. La situation s'expliquant simplement par le fait que, de mon point de vue, la question énergétique n'est pas portée à un plus haut niveau politique décisionnel, et je veux parler des plus hautes autorités donc, de la nation, parce que la question de l'énergie, elle n'est même pas transversale en fait au secteur de développement, mais elle est support effectivement au secteur de développement. Toutes les activités que vous pouvez voir allant dans le sens de l'économie, du bien-être, de la création de richesses, et allant dans le sens effectivement de tout ce qui est services sociaux, la meilleure façon de les développer et de les amener à bon point, c'est que c'est l'énergie et en particulier l'électricité. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons des problèmes liés donc à l'investissement, mais de l'autre côté, nous-mêmes faisons très peu d'actions pour effectivement maîtriser notre demande. Donc on est effectivement dans une gestion linéaire de la question de l'accès à l'électricité, alors qu'aujourd'hui, toutes les conditions de par le monde, notamment la présence de la ressource solaire ici chez nous, ne nous permet pas et ne doit pas nous permettre de rester dans cette, si vous voulez, dans cette architecture linéaire de la fourniture d'électricité. Elle doit être plutôt circulaire, parce que c'est aujourd'hui une économie circulaire qui fait qu'on... Peut-être nous rappelons à nos téléspectateurs que vous évoluez dans le domaine des énergies renouvelables. Hein? C'est vrai, c'est vrai que j'évolue dans ça, et donc ça peut faire que les choses ou les mots peuvent venir plus rapidement, mais c'est simplement dire que l'enjeu demeure au niveau de notre demande, qui est difficile pour nous simplement de gérer dans ce schéma classique-là. Je ne vais pas peut-être faire beaucoup de commentaires dessus, mais je pense que là où nous sommes, nous pouvons aller en termes de résultats plus au-delà de tout ça, s'il y avait en fait cette question énergétique au sein de la priorité gouvernementale. Juste pour terminer là-dessus, et regardez les 13 thématiques au niveau des assises nationales pour ce qui concerne la refondation. Mais l'énergie ne faisait partie en fait d'aucune thématique. Elle était plutôt sur la thématique environnement, mais pas pris comme thématique. Alors que l'énergie ne peut pas être ça. Regardez ce que nous sommes en train de faire sans énergie. C'est elle quand même qui tire l'économie. Exactement. Oui. Comment un pays qui veut vraiment... L'industrie. Exactement. L'industrie, c'est ce que j'ai dit, tous les secteurs. Et regardez, quand nous mangeons avec le bois énergie, la cuisson, quand nous nous déplaçons avec les véhicules et tout, quand nous téléphonons, quand nous sommes là, nous nous voyons avec la lumière et tout, l'énergie est au cœur de tout cela. Oui. On ne peut pas comprendre qu'un pays veut aller dans sa refondation et ne pas traiter de cette thématique-là directement et dire ce qu'il en est. Je pense que c'est vraiment déplorable. Monsieur Koïta, on a entendu le ministre en charge de l'énergie devant
Conseil national de transition CNT, il expliquait ce délestage par le fait qu'ils enregistraient des pannes sèches. Bon, je pense que ça, on l'a vécu plusieurs années. Chaque année, c'est le même discours, c'est le même projet. On est en train de construire telle centrale ici qui est en finition, on nous montre n'importe quoi. Je pense que le problème de l'énergie au Mali, c'est la mauvaise gouvernance au sein même de l'EDM. Ça, il faut le dire. Il ne s'agit pas d'un problème qu'on va aller chercher ailleurs. L'EDM est ce qu'on sait aujourd'hui. Maintenant, même pour avoir un compteur, les tracasseries qu'on fait, on le sait. Parfois, même pour payer les factures, on fait des tracasseries. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut réellement gérer. Donc, c'est la structure qui est. C'est la structure même qui a un problème. Je ne sais pas à quel niveau il faut voir ça. Peut-être il faut mettre des hommes à la place qu'il faut. Moi, je ne pense pas que ça soit au problème. Ce n'est pas lié à la conjoncture. Ce n'est lié à. On parle de la guerre. Mais la guerre, ça, avant la guerre de l'Ukraine, l'énergie avait les mêmes problèmes. Oui. Avant la guerre de l'Ukraine, l'énergie avait les mêmes problèmes. Ils auront les mêmes problèmes. Je suis sûr et certain que si rien n'est fait, nos petits-enfants vont s'asseoir sur des plateaux aussi pour débattre des problèmes de l'énergie aussi. Ce n'est que la mauvaise gouvernance au sein de l'EDM. On sait qu'il y a des structures où on voit de l'électricité consommée n'importe comment. Et je suis sûr et certain que ces lieux-là, l'EDM n'ose même pas aller parler de factures ou parler d'un pays. Moi, je pense qu'on doit vraiment penser à cela. On a vu qu'il y avait un directeur qui était venu, qui avait quand même fait une grande, comment dirais-je là, sensibilisation, même aller même couper certains compteurs qu'on ne pouvait même pas imaginer. Je suis sûr et certain qu'après cela, on l'a freiné dans cette démarche-là. Peut-être qu'il y a des impayés ici, on payait tous les impayés de l'EDM, peut-être aujourd'hui, cette panne sèche-là n'aurait pas lieu. Parce que le carburant quand même, il n'y a pas eu de problème de carburant au Mali, c'est que je sache. Donc dire que c'est une panne sèche qui est liée à autre chose, moi je pense que l'EDM n'a qu'un seul problème, c'est la mauvaise gouvernance. Même si on parle à l'énergie renouvelable, on ne pourra pas trouver la solution à cela. Puisque c'est que l'énergie renouvelable, le solaire peut faire là, c'est quand même minime par rapport à ce que l'énergie fossile normalement peut faire. Je ne suis pas trop expert dans ça. Voilà. Donc ce qui est sûr, on peut aller au solaire pour seulement dépanner un tout petit peu. Peut-être les petits ménages et autres là, mais les grandes industries quand même ont besoin de l'énergie. Je pense que c'est seulement la mauvaise gouvernance. Moi, je me focalise sur cela. Tant qu'on ne met pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ces problèmes-là, on va les vivre et les revivre. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce positionnement et de Alain Koïta qui parle d'un problème structurel et non conjoncturel? Quant au ministre, il parle de problème conjoncturel. Que c'est le délaissage, en tout cas pour ce qui concerne cette année, est en grande partie lié à des pannes sèches enregistrées au niveau des groupes électrogènes. Merci Barou. Permettez-moi quand même de souhaiter Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane. Je rappelle au passage que votre chapeau est bien mis. Merci. J'essaie de faire comme vous. Et en fait, le problème de l'énergie du Mali est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Pour rappel, il y a quelques années encore, l'énergie était une société qui appartenait à une société française. Il me semble que c'était SOR. Et sous ATT, il y a des efforts qui ont été faits pour justement que ça revienne un peu dans la propriété malienne. Mais le souci, c'est que vous avez ce qu'on appelle un retard à chaque fois que vous voulez combler. Et à force de courir derrière, on se retrouve toujours dans des situations où à chaque période, effectivement, il y a les mêmes crises, il y a les mêmes délestages et on a envie de dire il y a les mêmes excuses. Mais par contre, là où je voudrais être tempéré, c'est que peut-être que je ne vois pas les choses de la même manière, mais aujourd'hui, cette période par exemple de Ramadan, moi j'ai moins senti les délestages. Je ne sais pas si ça se ressent partout pareil, mais j'ai l'impression que depuis un moment, ça s'est plus ou moins stabilisé. Est-ce que c'est lié au financement, parce qu'on a eu qu'il y a un apurement du passif qui s'est fait au niveau de la BAD, il me semble, de la BOAD, avec l'appui d'un ancien secrétaire général du Mali. Parce que la BDM, je pense, de mémoire, c'est plus de 150 milliards de crédits. Donc lorsque vous avez des fournisseurs que vous ne pouvez pas payer, il y a des moments, ils vous donnent le carburant, mais il y a des moments également, s'il y a d'autres personnes qui sont demandeurs et que vous avez de l'argent en attente, bon, ils vous font attendre. Par contre, il a parlé aussi de la centrale. C'est pareil, on nous dit chaque année, effectivement, à chaque moment, il y a un projet de centrale en cours, ça va se régler. Mais là, pareil, en espèce, on a une centrale qui est finie, qui est la centrale de Sirakoron, et qui est réellement finie. Et c'est l'un des chantiers, je pense, pour ne pas dire le seul, en tout cas, dans ce domaine-là, qui a continué de faire ses travaux même pendant la Covid et qui est
aujourd'hui en avance sur le délai fixé. Donc je pense que le problème de l'énergie va se régler temporairement. Pourquoi je dis temporairement? Parce que dans tous les cas, la population va grandissante. Il y a des zones où il n'y a toujours pas d'électricité. Donc il faudra trouver des nouveaux moyens ou pour produire plus ou pour trouver, comme il l'a dit, des énergies renouvelables. On peut passer par l'éolien, le vent, on peut passer par l'hydraulique, l'eau, on peut trouver le solaire, effectivement, qui peut aussi être exploité dans de grandes capacités, dans de grandes mesures. On a nos mines qui sont confrontées à ce problème-là, qui ont des groupes électrogènes qu'ils achètent à coût de centaines de millions pour supporter le coût de l'énergie, parce que c'est de l'énergie qu'on ne peut pas nous supporter. Et pareil, ça c'est un manque à gagner pour l'État. Il y a des populations avoisinantes qui peuvent en profiter rapidement, mais pareil, eux ils doivent faire le nécessaire pour qu'on ait de l'électricité et de l'eau potable partout. Mais ça, ce n'est pas un problème par contre qu'on peut ou imputer à la transition ou exiger à la transition de régler en 1 an ou en 2 ans. Il faut Sauf que la transition l'année dernière avait proposé des solutions aux Maliens avec l'acquisition massive de groupes électrogènes. Beaucoup avaient cru à cette solution. Mais cette année, c'est pratiquement... Non, c'est ce que je dis. Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu une petite période de flottement il n'y a pas longtemps. Mais moi, depuis le début du Ramadan, je suis désolé, moi, je n'ai pas senti beaucoup de coupures. Peut-être que ça dépend du lieu géographique où je me trouve. Certainement. Mais je n'ai pas senti énormément de coupures par rapport aux périodes précédentes ou par rapport aux années précédentes. Maintenant, comme il y a une centrale qui est en place, bon, on va voir avec le temps ce qu'il en est. Mais la mauvaise gouvernance, en réalité, ne peut pas tout expliquer, même si c'est lié. Lorsque vous avez déjà, encore une fois, des crédits lorsque vous prenez la commande de la machine. L'EDM a beaucoup d'argent à rembourser. Quel que soit le directeur que vous allez mettre aujourd'hui, ça ne changera pas les crédits que l'EDM doit payer. Et au contraire, s'il n'est pas en bon terme avec les gens qui ont déjà des dettes avec lui, ça va être encore plus simple et plus compliqué par la suite. L'année dernière, les Maliens pensaient qu'avec l'acquisition massive de groupes électrogènes, on n'allait pas connaître le délestage cette année. Mais finalement, cette solution s'est révélée comme une sorte de poudre de perlimpinpin. Effectivement, et le problème de l'EDM, je dirais, c'est un problème récurrent et c'est même catastrophique. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est une priorité, c'est la question sécuritaire. Et je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent comment on n'a pas la solution. Parce que l'énergie n'est pas gratuite. Et les gens payent. On paye et ils doivent s'organiser. Et pour moi, c'est un problème de fond. Et il y a des antécédents qui ont été légués à la gestion actuelle. Et ces différents antécédents qu'on a eu depuis des années, depuis l'avènement de l'énergie, je peux le dire ainsi, et il y a des facteurs en fait qui sont internes et qui sont très importants. Et vous savez, au Mali, dans toutes les structures, toutes les organes que nous avons, où on pense qu'il y a un peu d'argent, c'est la catastrophe dans la gestion. Et souvent même les personnels qui travaillent, c'est la mauvaise gestion sur tous les plans, je dis sur tous les plans. Et je prends un exemple, la téléphonie. Et quand on a commencé, on a vu les mêmes difficultés. Il a fallu avoir la concurrence pour que les Maliens soient à l'aise. Et pour l'EDM, je pense qu'il faut la concurrence. Ça, c'est la première des choses. S'il y a une solution alternative, tout de suite, à l'immédiat, c'est de chercher une alternative par rapport à l'EDM. Et quelle est la solution? Je pense que les autorités doivent prendre ça de façon vraiment urgente par rapport à cette question. Parce qu'avec la situation actuelle, la même organisation, le même personnel, il est difficile de changer comme ça aujourd'hui. Il faudrait une autre génération au sein de cette organisation. Parce qu'ils ont des comportements qui ne sont pas souhaités, qui ne sont pas favorables. Je prends un exemple. Même l'autre, j'étais un peu surpris, même pour payer la facture à l'EDM, c'est un problème. Je dis bien la facture. Je dis bien la facture. Et ça, c'est le comportement, on ne respecte même pas le client. Or, ce n'est pas gratuit. Et dans une telle organisation, ils ne peuvent pas aller là-bas. Il faut de la vision, il faut une organisation. Et comme on dit, le problème de gouvernance est prioritaire. Et même moi, j'en veux aux autorités. Je dis bien aux autorités, parce que dans une organisation, c'est les plus hautes autorités qui doivent prendre les décisions. Et souvent, le système est tellement compliqué, même les autorités se font prendre, parce que ceux qui sont des techniciens, qui sont au niveau de ces structures, ils sont plus dans un réseau qu'on ne peut pas contrôler. Et même les responsables se font prendre, parce que quand on te donne certaines infos, ce n'est pas forcément la réalité. Nous avons vu le cas de Mopti l'année passée. Il y a eu comme on dit, même des révoltes. Et ça, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et malheureusement, à Mopti, même cette année, c'est le même problème. Et vous voyez un peu. Donc, si les informations ne sont pas réelles, ne sont pas objectives, ne sont pas de nos autorités, et je pense que tous les techniciens de ces différents services, on doit les revoir.
on doit revoir leurs compétences. On doit avoir des aspects plus profonds par rapport à la gestion. Et ensuite, le partenaire qu'on a vu des sociétés anciennes. Et vous savez, il y a certaines sociétés, quand elles sont chez nous, ils travaillent pour eux-mêmes. Voilà, on n'a pas la société française, vous m'excusez, on va dire que c'est la France encore. Et généralement, c'est toujours comme ça. Et quand il vient, il lègue des mauvaises pratiques qui sont au niveau de nos structures et qui restent. Et nous avons la capacité. L'EDEM n'est pas une structure extraordinaire. Il y en a tant au Mali, il faudra que les gens comprennent qu'on a cette capacité et qu'on peut bien gérer, mais il faudra qu'on soit dans la qualité et dans le résultat. Juste 10 secondes, juste pour expliquer ça. Je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais pouvoir préciser. Vous voyez, c'est-à-dire que EDM est exploitant. C'est extrêmement important à comprendre que EDM est exploitant, donc au service de l'État. C'est extrêmement important à comprendre. Et gérer la demande d'un pays ou la prévoir dans le temps de manière à ce que les populations aient un accès amélioré, ça revient d'abord à l'État. C'est pourquoi je dis au haut niveau décisionnel, ça vient là-bas, de dire je veux tant, je veux tant, je veux tant. Parce que n'oublions pas qu'à l'intérieur de l'exploitation de EDM, qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres difficultés liées effectivement à la gestion même technique et économique des infrastructures. Mais je pense que les agents d'EDM eux-mêmes seront mieux placés effectivement pour pouvoir porter la parole à ce niveau-là. Mais la précision que je voulais faire, il est extrêmement important de comprendre ça, que EDM est exploitant. Vous voyez d'autres opérateurs en milieu rural avec la Madère et tout. Oui. Donc en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'État dit, je vous donne une concession pour travailler sur cette partie-là, voici ce que vous devrez faire. Mais ça se fait suivant des conditionnalités avec l'État. S'il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses liées, parce qu'on a une péréquation tarifaire qui fait que nous tous avons le kilowattheure au même coût. Pourtant, les conditions de produire et de transporter ça à différents clients, les conditions ne sont pas pareilles en termes d'investissement et en termes d'infrastructure. Mais en réalité, pour faire court, ça vient aux plus hautes autorités. C'est inadmissible qu'avec autant de rayonnements solaires, avec autant de solutions qui permettent d'émietter la demande. Émietter la demande, ça veut dire qu'au lieu de l'avoir en gros comme ça, vous venez avec des petites solutions pour l'émietter et ça va soulager le réseau, ça va soulager les opérateurs et tout ça, et ça va donner de la durabilité. Mais c'est à ce niveau que ça peine. Donc pour moi, c'est une question de priorité, une question de vision et de décision au plus haut sommet de l'État. Voici ça, c'est la voix de l'expert. Maintenant, moi, je pense que c'est que je vais juste ajouter un tout petit peu. Je pense qu'ils ont quand même tenté le solaire un peu partout. Il y a certaines zones où il n'y avait que le solaire. Malgré cela, on a vu que ça ne marche pas. C'est l'EDEM qui est en train de partir dans ces zones-là aussi. Je peux donner comme exemple Kolondiaba. Je peux donner comme exemple Yorosso. Il y a ces zones-là, c'était le solaire. Mais il y avait aussi le groupe. Finalement, il n'y avait pas même les moyens de changer ces batteries autres-là. C'est des difficultés. Oui. Donc voilà des lieux où on a arrêté le solaire et on est en train d'attendre que l'EDM parte pour que ça soit mieux, que les populations soient mieux soulagées. Voilà. Cher ami, le solaire n'est pas contestable en termes de solution. Mais, il n'est pas contestable. Mais où est le problème en ce moment? C'est la mauvaise gestion encore. Écoute, ce que tu es en train de dire, est un problème. On n'a pas ce temps, mais ce que tu es en train de dire est un problème. Oui. Ces systèmes hybrides qui en milieu rural ont souvent des problèmes d'exploitation liés effectivement à la gestion. En fait, même aux personnes, les qualités des personnes qui sont là, liées au fait que les investissements qui ont eu lieu, en fait, le retour, les abonnés qui sont là, ils sont combien? C'est des ménages à revenus faibles et tout, alors qu'il faut de gros moyens pour mettre effectivement dans la production et donner ça. Et le coût de cession de ça, c'est pas la même chose que pour EDM. Il y a d'autres aspects qui entourent ça. Ce que je vais dire, ça ne remet pas du tout en cause, mais regardez de par le monde. Toutes les solutions que vous voyez, mais ne partons même pas dans le monde. Regardez au Sénégal ici, regardez en Côte d'Ivoire et tout. Et ils n'ont pas autant de rendements solaires que nous. Mais regardez les réalisations en termes de centrales pour les aider. Monsieur Diarra, voilà, donc on me fait signe qu'effectivement, l'énergie, l'électricité ne brille pas pour les Maliens. Au niveau de l'or également, l'or malien, l'or ne brille pas pour les Maliens. C'est clair. C'est pourquoi le rapport provisoire d'une mission d'audit de l'exploitation aurifère au Mali, commandité par les autorités de la transition, a révélé que le Mali reçoit peu de profits dans l'exploitation aurifère et que les ressources versées dans le trésor par les sociétés minières sont insuffisantes eu égard à la quantité qu'elles extraient du sous-sol malien. C'est déjà cette problématique. Bon, sans même parler de la validité ou pas et de la fiabilité du rapport, oui. J'ai envie de dire que j'ai envie de dire que c'est le contraire qui aurait été étonnant. C'est-à-dire que si on nous disait que le Mali vit de son or et tire le maximum de ressources possibles, je pense que tout le monde aurait été surpris. Donc à la limite, on n'est pas surpris. Maintenant, la question, c'est quelles sont les mesures qui vont être prises pour pouvoir y remédier. Parce qu'il y a plusieurs choses. On a la possibilité ou d'aller sur des sociétés étatiques, mais directement étatiques. À ce moment-là,
c'est le partenaire qui a un pourcentage. On a la possibilité de rester dans le cadre actuel dans lequel on est, où l'État reçoit une sorte de pourcentage, donc c'est comme s'il est actionnaire, mais en réalité, par rapport à l'exploitation, ça n'excède pas les 20%. Oui. Et on a aussi un cas où, en réalité, quel que soit le pourcentage que l'État pense percevoir, il ne le perçoit pas parce qu'il n'a pas de visibilité réelle sur les ressources. On peut très bien dire à l'État, en tant que société minière, je ne dis pas que c'est le cas, mais après le rapport, il faudra voir qu'on a généré 10 milliards et qu'il y a 2 milliards qui reviennent à l'État alors qu'on a généré 100 milliards. Oui. Donc à partir de ce moment-là, les données sont biaisées. Maintenant, je souhaitais juste rebondir rapidement, très rapidement sur la partie EDM. Parce que les deux sont liés. Hein. On parle d'énergie, c'est d'ailleurs le même ministre. La diversion. Voilà, c'est le même ministre. Ce qui dit est intéressant. Je n'avais pas pensé à cette piste-là. C'est vrai que si on a la possibilité d'avoir à terme une société étatique, je ne parle pas des sociétés privées parce qu'il y en a effectivement dans le solaire, il y en a même dans l'hybride, il y a même d'autres, on ne va pas donner faire de publicité, qui produisent et qui vendent directement à l'État. Et l'État achète et l'État a besoin d'énergie. Je pense que ça peut à terme peut-être nous permettre de pallier à certains soucis. Et juste par rapport au solaire également, il y a des systèmes solaires qui sont extrêmement fiables, peut-être même plus fiables que certains systèmes dits thermiques. Un petit virage. Mais simplement, après, c'est quelle société vient, à quel moment, pour faire quelle installation, où et dans quelles conditions. Ça, c'est d'autres problèmes. Donc, par rapport à l'or, je pense qu'on a déjà fait le tour. Je vais attendre peut-être le prochain. Docteur Wele, ce rapport est-il en tout cas un scandale ou un secret de polichinelle, comme semble le dire votre vis-à-vis? Et par rapport à l'audit, comme on dit, c'est un constat. Tout le monde est unanime que l'or ne brille pas pour le Mali. Et si nous connaissons les capacités et les potentialités du Mali par rapport à l'or. Rien de nouveau sous le soleil. Et pour moi, ce n'est pas nouveau. Peut-être c'est une confirmation. Comme c'est un audit, ça peut revoir effectivement là où il y a les insuffisances et trouver des solutions pour pouvoir les remédier. Mais la question fondamentale, et je l'ai dit, au Mali, partout à l'argent, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est ça qu'on doit retenir. Ce n'est pas seulement, on parle aujourd'hui de l'or, mais dans tous les secteurs où il y a l'argent, il y a un problème de fond. Et il faudra que les Maliens comprennent. Et ce problème de fond, c'est dans tous les secteurs, même les services administratifs où il y a l'argent, il y a un problème de fond. Et ce mauvais comportement, on doit le comprendre. On doit s'en prendre en nous-mêmes. Je prends l'exemple. Mais l'État a un rôle régalien. Et quand vous imaginez ces différents secteurs, ce milieu, comme on dit, aurifère, ceux qui travaillent dans ce domaine sont vachement riches. Et pourquoi les pays ne tirent pas profit? Parce qu'il y a toujours un mécanisme qui est mis en place, bien implanté, pour se servir et non servir le pays. Et malheureusement, cette mauvaise pratique fait que même les services techniques qui doivent faire son travail ne le font pas. Parce que c'est les services techniques qui doivent vérifier la mise en œuvre, l'application des textes, des règlements par rapport à ce domaine. Je prends un exemple, l'exploitation de ces mines, même dans les zones, il y a des conditions. Oui. On doit tenir compte de l'environnement. Et dans la pratique, ce n'est jamais fait. Et quand vous regardez, ce n'est jamais fait. Et ensuite, dans l'utilisation même de l'or, quand vous allez voir, il y a des anomalies sur toute la ligne. Et souvent, on n'a même pas l'information exacte. On n'a même pas la quantité exacte qui est extraite. On n'a même pas la quantité réelle qui est transformée. Et quand vous regardez, il y a au temps de Moussa, il y a un scandale par rapport autour de l'or. Et ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de pouvoir suivre, qui n'était pas forcément dans le système, qui voulait comprendre. On connaît la suite, c'est au temps de Zoumana Sako. Oui. Et ça, c'est une réalité. Mais pendant tout ce temps, on n'arrive pas à trouver la solution alternative. Le problème est connu. Parce qu'il y a toujours des complicités internes qu'on ne dit pas. Parce qu'il y a tout le système a été mis pour pouvoir exploiter le peuple. Et ces systèmes continuent dans tous les secteurs au Mali. Il ne faut pas s'effacer la fâche. Et quand on ne comprend pas, on va toujours accuser les gens. C'est cacher la face. Hein. Et malheureusement, oui. C'est nous-mêmes. Vous allez voir ce secteur des gens qui sont vachement riches. Ils continuent. Oui. Et ceux qui travaillent sont mieux payés pour fermer la bouche. Ils ne cherchent qu'à gagner leur quotidien. Et ce système doit arrêter à tous les niveaux. Et si on ne prend pas des mesures fortes, et c'est les autorités, il faudra qu'on ait des autorités qui ont vraiment une conscience. Je dis bien une conscience pour servir les pays. Mais quand les autorités viennent pour se servir, et c'est ce qui a été toujours fait au Mali, quand un gouvernement vient, on partage les secteurs. Et les partis qui sont plus, comme on dit aux affaires, prennent les secteurs où il y a plus d'argent. Et malheureusement, on doit arrêter ces systèmes. On doit partir dans le système de résultats sur tous les niveaux. Et l'or ne peut pas briller au Mali. Parce que l'or est détourné même par les Maliens. Ce n'est pas seulement, comme on dit, ceux qui viennent extraire, parce que c'est une complicité. Depuis le temps, comme on dit,
Et ça a été toujours le cas. Même aujourd'hui, on essaie de comprendre. Et vous allez voir, si vous évaluez même comment l'audit a été fait, vous allez voir, il y a assez de difficultés par rapport à ce processus. Ils ne vont jamais dire ça. Parce que même le personnel qui est là est souvent complice. Même ceux qui sont au niveau des services techniques sont souvent complices. Mais on ne le dit jamais. D'accord. Mais le plus important, il faudra que nous-mêmes, Maliens, on essaie de prendre des dispositions, de poser des actes citoyens. Et c'est important. Et ça, c'est à tous les niveaux au Mali. Il ne faudra plus que le Malien accepte d'être passif. Nous avons toutes les compétences, nous avons tous les moyens. Et je l'ai dit haut et fort à tous les niveaux. Je dis bien avec les ressources que nous avons, avec les mains libres. Je l'ai dit souvent, on peut bâtir ce pays, avoir tout ce que nous avons. Il faut avoir juste une conscience, être dans la moralité. La conscience suffit pour que l'or brille pour les Maliens, M. Diarra? La conscience. Je ne dirais pas que la conscience doit seulement suffire, mais moi j'irais plutôt à une question de qualité des hommes. Et je vais m'expliquer. Oui. C'est-à-dire que quand moi j'ai pas vu le rapport de Juventus de Mazars, mais en fait le résumé ou les grandes lignes qui sont sorties, je pense que j'ai jeté rapidement un coup d'œil là-dessus. Il y a deux faits majeurs que j'ai vus. C'est vrai, le premier, on parle donc de perte de ressources liées à la question des devises, mais on met également un autre point extrêmement important où on dit que les lois qui fondent en fait la gestion de ce secteur-là ne sont pas respectées. Et ça, c'est extrêmement déterminant, parce que ça veut dire que si ces lois ne sont pas respectées, ça revient à un problème de gouvernance. A priori, on ne s'en prend pas à ces opérateurs qui viennent ou à ces multinationales qui viennent pour faire du profit parce que c'est leur connu. Ouais. Mais nous qui avons adopté, ou nous qui avons donc, à travers notre président, promulgué ces lois-là qui sont en vigueur, nous sommes les premiers à veiller au respect de ces lois-là par rapport au fonctionnement des différents secteurs, ici en particulier le secteur des mines. Donc quand j'ai vu ça, le problème peut être posé à deux niveaux. Soit simplement que nos acteurs au niveau institutionnel, en tout cas qui sont chargés de veiller au niveau de ces secteurs-là au bon fonctionnement par rapport aux lois, soit que ces acteurs-là n'ont pas nécessairement la compétence, ou soit que ces acteurs-là se rendent coupables effectivement de manipulation ou d'autres choses à des fins qui les sont personnelles. En tous les cas, c'est le pays qui perd et perd énormément dedans. L'autre aspect que j'ai regardé, je suis allé voir un peu les rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Mali, ITIE, dans leur dernier rapport qui est de 2022. Ce qui m'a aussi frappé là-bas, c'est que les 20% dont on parle pour l'État, il est clairement dit là-bas que ça, c'est une participation directe au capital de ces structures-là. Et sur les 14 structures minières, en tout cas qui ont été consignées dans ce rapport-là, il y a à peu près une dizaine où l'État vient effectivement pour ces 20%. Donc ça veut dire que la participation, c'est juste direct au capital, et tous les restes là à côté, vous voyez que l'État n'y est pas. Oui. Avoir une société ou avoir ceci, ainsi de suite, d'autres choses là, l'État n'y est pas. Et vous voyez, quand vous regardez également les potentialités au niveau donc, des industries extractives dans ce rapport-là, vous prenez par exemple même les blocs pétroliers ou autres pour aller au-delà des mines, mais vous voyez que les potentialités sont également énormes dans notre pays pour dire qu'en toute sincérité, au-delà même des mines, l'industrie extractive là ne profite pas, tout comme l'électricité pour l'instant, en tout cas en termes de développement aux Maliens. Mais au cœur de cela, je vous dis, c'est une question de gouvernance et la gouvernance au plus haut niveau. Parce que trouver des hommes qu'il faut pour animer ces secteurs, si vous ne pouvez pas, il y a de l'assistance technique qui aujourd'hui se fait de par le monde. Monsieur Diarra, voilà. Quelle est la finalité d'un tel audit? La finalité d'un tel audit, c'est d'arriver à des actions correctives. Des actions correctives. Peut-être au grand remplacement des sociétés minières étrangères qui sont au Mali. Mais pas que. C'est-à-dire, si vous avez dans le détail, partout où vous avez des insuffisances, l'audit sert à ça, c'est de déceler les insuffisances et de venir avec des actions correctives et en toute rigueur pour le faire dans la durabilité, au profit effectivement des populations ou du pays. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Mais ce qui doit entourer ça, c'est vraiment la transparence qui doit entourer la suite de ce processus-là. Parce que quand vous êtes dans un tel problème et vous voyez en fait la profondeur de tout cela, et ce qui dit la question financière étant liée à tout ça, c'est que s'il n'y a pas la transparence et la rigueur qui sont liées à un tel processus, on aurait fait un audit
mais finalement ça risque de rester dans les terroirs, même si, nonobstant quelque part, il y a l'engagement solennel donc, du président ou du chef de l'État pour dire que suite sera donnée à ça, mais je pense qu'il faut entourer ça par de la transparence et de la rigueur pour arriver à ce qu'on veut. Comment vous voyez la suite de ce rapport d'audit? Bon, moi je pense que ce n'est pas seulement l'or qui ne brille pas pour les Maliens, les impôts ne brillent pas pour les Maliens, la douane ne brille pas pour les Maliens, aucun secteur ne brille pour les Maliens. Mais les agents de ces services-là, quand même, l'or brille pour eux. C'est pareil dans les autres services aussi. Le rapport du vérificateur général de 2019 a fait ressortir, je pense que c'est 3 inspecteurs des impôts, à eux seuls qui avaient environ 9 milliards de biens. Je pense que ça quand même... De l'OCLI, certainement. De l'OCLI plutôt, de l'OCLI, donc 9 milliards pour 3 personnes, même s'ils travaillent pendant 1000 ans, leur salaire ne pouvait pas leur donner ça. Donc je pense que, comme ils l'ont presque tous dit la même chose, c'est un problème d'hommes. Dans ces services-là, les 20% là sont représentés, l'État est représenté par certains quand même qui sont au niveau de ces structures aurifères. Donc ces personnes-là, comment ces 20% là sont gérés? Allez-y voir comment ces personnes qui représentent l'État malien sont d'abord, pour qu'on sache que l'or brille réellement pour eux, mais c'est pour les Maliens que ça ne brille pas. On ne va pas tomber dans le délit de faciès. Ces zones aurifères aussi, comment ces zones sont? On peut dire que c'est les zones les moins développées même que les autres localités du Mali. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les contrats que ces structures aurifères sont obligées de respecter. Et je pense qu'ils les respectent même. Mais les administrateurs qui sont au niveau de ces zones-là font de telle sorte que ces zones-là restent sous-développées. D'accord. Je pense qu'on doit réellement trouver une solution aux zones qu'il faut, aux places qu'il faut. Sinon, ce n'est pas un problème de rapport autre là. Ça, je pense que c'était connu de tous, même si ce rapport-là n'existait pas. Tout le monde sait qu'au Mali, il y a une très mauvaise gouvernance au niveau de toutes les structures du Mali. Je pense que la transition doit vraiment faire de telle sorte que ce Mali courant là commence par ça. Vraiment qu'il faut un changement d'homme. Il ne s'agit pas de génération. Hein. Il y a des vieux qui sont bons, il y a des jeunes qui sont bons. Qu'on mette des hommes bons à certaines places, peut-être à un certain niveau, pour que l'or puisse briller, pour que les impôts puissent briller, pour que les douanes puissent briller, pour que même les hôpitaux puissent briller pour les Maliens. Merci. Après le retrait de l'Allemagne et des appels incessants de certaines organisations de la société civile, appelant donc au départ des casques bleus du Mali, l'on est désormais en droit de se demander si l'aménagement n'était pas désormais, en tout cas, en passe de quitter le Mali ou même en passe d'être chassé du Mali. Monsieur C, on a entendu ces appels de Yerewolo Debout qui, en tout cas, est en train de préparer un grand mouvement pour appeler le départ de l'aménagement. Auparavant, on a vu cette annonce de l'Allemagne qui annonce son retrait de l'aménagement. Bon, je pense que le retrait des troupes de l'aménagement a commencé depuis un moment. Et je pense que Yerewolo et peut-être d'autres organisations ont demandé le départ de l'aménagement également depuis un moment. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'aménagement est toujours là. Il y a un nouveau mandat qui doit être renégocié pour que l'aménagement soit encore sur le terrain. Et vu les discours, et on va y arriver par la suite, oui, il n'est pas clairement affiché de volonté au niveau de l'État de complètement mettre de côté l'aménagement. Parce que, attention, il s'agit aussi d'une question politique, sécuritaire et diplomatique. On est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a la Russie qui a pris la présidence, qui est un partenaire plus que stratégique. La MINUSMA, qui est une mission de maintien de la paix, entre guillemets, même si aujourd'hui il y a beaucoup de troupes, en tout cas il y a beaucoup de nationalités qui ne sont plus là, ça reste ouvert. Hein. Sauf que le secrétaire général de l'ONU même n'a pas exclu cette possibilité de retrait de la MINUSMA déjà. Ce n'est pas exclu. Maintenant, si ça vient d'eux, ça sera moins on va dire, diplomatiquement plus soutenable. Parce que le Mali, aujourd'hui, en demandant directement l'arrêt de la mission et en demandant directement le départ de la MINUSMA, on serait en passe de penser qu'il y a des choses qu'on voudrait cacher, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Sachant ce qui est arrivé notamment avec le directeur de la section des droits de l'homme récemment. Donc je pense que le Mali va à son rythme. Maintenant, on verra ce que les autorités vont décider concrètement, parce que la balle reste dans leur camp.
ils vont quand même consulter le peuple que nous sommes pour nous demander notre avis et nous espérons qu'ils en prendront compte. Mais pour l'instant, on ne peut faire que des conjonctures et des suppositions. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous en dira. Docteur Wele, Yerewolo Debout, vent debout contre la présence de l'aménagement au Mali. L'aménagement au bord d'un renvoi. Et vous savez, Sidibé, si moi j'étais responsable de l'aménagement, je vais quitter dès aujourd'hui. Oui. Voilà. Et vous savez, nous sommes dans un monde qui est archi faux. Archi faux. Et on se trompe en fait de la réalité. Le système est déjà bâti, on parle de système des Nations Unies. C'est un système qui est bâti sur un plan, je dis, qui a un monopole et qui essaie de gérer tout le monde. Et quels sont les membres permanents et quels sont les membres qui décident au sein du système des Nations Unies? C'est suffisant pour comprendre le système. Et quels sont les pays qui financent ce système? C'est suffisant pour comprendre. Et l'aménagement, pour moi, la question n'est pas qui quitte aujourd'hui. L'aménagement n'a jamais servi vraiment à jouer le rôle vraiment qu'on veut réellement par rapport à ces activités. Ce n'est pas le Mali. N'importe quelle organisation similaire dans la sous-région qui vient pour les questions de paix, ça a été toujours des situations difficiles. On a vu le cas de la RCI, il y a d'autres pays, même la Côte d'Ivoire, quand il y a eu la situation. Et ce qu'il faut comprendre, et je l'ai dit ici, c'est des mécanismes qui sont créés par le système des Nations Unies en fait, pour maintenir leur présence dans les différents pays. Heureusement, Trump n'est pas là. Quand il était là, il voulait jouer sur le système des Nations Unies. Il a même dit que c'est des gâchis. Parce qu'en fait, on n'a pas la même vision, la même façon de comprendre les choses. Et ces instruments, je dirais, ces outils du système des Nations Unies sont faits pour nous dominer. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être les autorités maliennes, ces prononcements, peut-être posent des questions stratégiques, mais à la date d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faudra qu'on prenne vraiment notre destin en main. Il faudra qu'on s'organise comment parler à ces questions de sécurité et de paix. Mais quand les Nations Unies parlent de paix dans ce monde-là, c'est eux qui sont les acteurs principaux qui créent le désordre au sein du monde entier. Et ces puissants qui sont au sein de ces organisations qui dominent, quand on parle de guerre, c'est eux qui sont derrière. Soit ils vendent les armes, soit c'est eux qui sont derrière ces conflits. Je prends l'exemple, au moins le Mali a demandé des appuis contre les djihadistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez le cas de l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde donne des armes là-bas. Et si on avait fait au Mali, doter le Mali, on n'allait pas être là aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'aménagement. Et c'est pour vous dire suffisamment que le Mali n'a pas besoin de cet aménagement. Aujourd'hui, si on va dire de quitter, les Maliens vont commencer à se jouer à dire qu'il y a des agents qui travaillent au sein de l'aménagement. Ce n'est pas le côté qu'il faut regarder. Et malheureusement, ces systèmes sont utilisés. On prend une poignée de personnes qui sont utilisées contre nos différents pays. Tous les systèmes des Nations Unies sont comme ça. Au plus haut niveau, les cartes qui sont là-bas, n'importe quel système, c'est fait pour que vous vous retournez contre votre pays. Et le système est bâti comme ça parce que quand vous êtes dans toutes les conditions, vous pensez que les autres ne comprennent rien. Et c'est la triste réalité. Et c'est pourquoi même nos frères qui sont dans ces institutions, quand ils veulent prendre des décisions, ils regardent toujours ceux qui gagnent. Et ils travaillent pour se maintenir dans ces fonctions. Et malheureusement, c'est des gens qui vivent des missions. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. C'est eux-mêmes qui amplifient souvent les situations qui existent. Et le cas de l'aménagement est réel. Ils ne sont pas plus utiles au Mali à la date d'aujourd'hui. Et nous avons plus intérêt qu'ils partent parce que l'aménagement est plus géré par la France. Et c'est la triste réalité. Et la France est, comme on dit, la bouche. C'est une main armée, entre guillemets, des États-Unis. Et c'est la réalité. Et ça, c'est des situations qui sont connues sur la géopolitique et on doit faire attention énormément par rapport à cette question. Jara, avec tous ces événements qui se sont succédés, est-ce qu'on peut dire finalement que l'avenir de l'aménagement est désormais scellé au Mali? Je pense que mon avis là-dessus, je ne saurais répondre directement à cette question, mais je vais me fier un peu à la réponse de notre ambassadeur sur en fait les 4 paramètres qui encadrent, si vous voulez, le rapport trimestriel donc, du secrétaire général des Nations Unies. Je pense que le premier est clair, c'est un point lié au processus électoral, et que le deuxième point est lié à l'accord d'alliés, que le troisième est lié effectivement à la mobilité, à la sécurité, effectivement, de ce qui concerne les hommes de l'aménagement ou les agents de l'aménagement, et que finalement le dernier est lié aux droits de l'homme. Ça, c'est vraiment donc les 4. Mais quand vous avez vu notre ambassadeur revenir sur chacun de ces points-là, je pense que ce qui allait comprendre en premier lieu, c'est qu'on est nettement dans les droits internationaux et qu'à ce niveau, c'est la diplomatie préventive et active qui sont mises en avant et que
nous, notre ambassadeur, c'est ce que j'ai vu. Donc, notre gouvernement, sur ce point-là, j'ai vu qu'ils sont en train d'aller dans cette ligne-là, de faire en sorte que cette diplomatie soit la plus active, la plus préventive possible dans le cadre du droit international, en veillant simplement à un certain nombre de choses, dont les intérêts particuliers au Mali. Pour prendre le point précis de l'agenda électoral, vous avez vu, les avancées ont été effectivement pointées du doigt par le secrétaire général des Nations Unies, mais le processus de réforme ne fait pas partie effectivement des avancées qu'ils ont données. Mais vous avez vu la réaction de l'ambassadeur pour préciser que ces réformes-là, nous y tenons toujours et nous allons y arriver. Et pour ce qui concerne le deuxième point lié à l'accord d'Alger, le point donc où l'impasse au niveau donc de la CMA ou des groupes armés d'une manière générale, vous avez vu également que les points là-dessus, c'est que notre représentant a dit. Et donc par rapport même au renouvellement effectivement du mandat au mois de juin de l'aménagement, vous avez également écouté notre ambassadeur. Il n'a pas exclu le fait que cela soit, mais ça se ferait effectivement dans la concertation, en fait dans la collaboration, en préservant effectivement ce que le Mali, les autorités maliennes voudraient le mieux effectivement pour elles. La preuve même pour la mobilité des troupes de l'aménagement, quand le rapport disait qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire qu'ils étaient empêchés à cela, mais on a dit que... 40%. Voilà, il parle de 40%, mais on dit 75%. Nous, on dit 75% et que pour les restes là, lorsque ça ne va pas effectivement dans la lignée, donc je me dis qu'on est effectivement dans une diplomatie active et préventive que nous devons effectivement faire promouvoir, ce n'est pas que seulement l'aménagement, mais à toute autre partie. Et dans le même temps, vous avez vu, quand il finit, il appelle la communauté internationale, c'est-à-dire à rester donc autour du Mali et que le Mali reste disponible, mais toujours dans sa lignée de préserver effectivement le mieux possible, en tout cas ce qu'il considère être le mieux pour sa population. Et donc c'est extrêmement important que nous ayons ça en tête. Je ne suis pas dans une solution du tout ou rien, soit l'aménagement part ou soit reste, mais je suis dans, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas me Vous n'êtes pas catégorique là. Voilà, mais de rester dans cette diplomatie à rechercher ses intérêts dans un contexte international, parce qu'il nous faut avoir ces aptitudes-là à chercher ce qui est mieux pour nous face à d'autres là qui cherchent l'intérêt. Pour terminer, c'est vrai qu'il y a l'image de la France en réalité qui plane autour de ça et qui entache un peu la confiance entre les acteurs. Si je dis les acteurs, ici je parle des autorités et je parle de l'aménagement. C'est un point réel et je pense que c'est à l'aménagement ou aux Nations Unies plus précisément effectivement de prendre conscience de cela pour mettre les parties en confiance et aller dans cette diplomatie qui gagne pour tout le monde. Alain, pensez-vous que ces mouvements, ces appels auront raison de la présence de l'aménagement au Mali? Bon, je pense que l'aménagement, le mandat va être renouvelé. Ça va fort me surprendre que dans 2 mois, on puisse mettre fin à leur mandat. Mais ce qui est sur l'aménagement ne va pas amener la paix qu'on souhaite au Mali ici. Elle n'est pas là pour ça. L'aménagement, les forces des Nations Unies n'ont jamais été dans un pays et a pu apporter la paix. C'est dans des pays très faibles que les Nations Unies amènent ces forces-là. Peut-être pour se maintenir. On sait qu'une armée étrangère ne peut pas aller dans un pays, donc c'est un moyen qu'ils ont trouvé. Ces puissances-là pour être dans ces pays-là et pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'était le cas au Mali, c'est le cas au Congo, c'est le cas en RCA, un peu partout. Donc l'aménagement au Mali est dans cette logique aussi. Et je pense que ce mandat-là va être renouvelé. Malgré les appels, la diplomatie que le Mali va mettre en place, tout, le mandat va être renouvelé et la France aussi va se maintenir à travers l'aménagement, ça c'est clair. Maintenant, sachez l'aménagement comme ça à travers le Mali et que le Mali demande que l'aménagement parte, c'est quand même un peu risqué même pour le Mali, puisqu'on sait que quand ils sont là, au moins on pourrait dire que bon voilà, ils ont un peu sur tout. Ces rapports qu'ils font là, ils peuvent quand même aller, même si leur mobilité est réduite, ils pourront quand même produire quelque chose. On sait aujourd'hui ce qui se trouve entre la France et le Mali. Donc s'il n'y a personne ici qui peut faire même un petit rapport, je pense que la France peut-être pourrait profiter, comme ils l'ont fait dans certains pays où ils voulaient peut-être détruire, là, comme le cas en Irak pour les États-Unis, le cas en Libye pour la France, donc chercher des problèmes, dire que l'armée malienne a fait telle ou telle chose pour pouvoir peut-être nous créer d'autres problèmes. Je pense que la solution actuelle quand même, c'est que l'aménagement reste pour le moment et d'une manière très très diplomatique, qu'on puisse réduire leurs actions et que progressivement qu'on puisse faire comme la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas assez duré en Côte d'Ivoire. Ça m'a quand même très surpris que les forces des Nations Unies puissent aller dans un pays en si peu de temps qu'ils quittent ce pays-là. Je pense qu'on doit se focaliser et voir comment la Côte d'Ivoire a fait pour que la force des Nations Unies qui a séjourné là-bas pendant un petit moment puisse aussi, le Mali puisse faire la même chose et que l'aménagement parte dans de bonnes conditions puisqu'on puisse vraiment se retrouver entre Maliens
parce que la paix revient au Mali. Restant dans ce chapitre des Nations Unies, c'est donc devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que le Mali, à travers son ambassadeur Issa Konfrou, a contesté certaines allégations contenues dans le dernier rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. L'occasion a aussi été saisie par l'ambassadeur Konfrou pour recadrer ses homologues français et équatoriens. Monsieur C, sans avoir la mémoire sélective, quelle analyse faites-vous de cette sortie de l'ambassadeur Konfrou? Bon, elle est à l'image on va dire des sorties précédentes et de la ligne de conduite que désormais le Mali a décidé d'adopter, qui consiste à dire ce que l'on pense et à faire ce que l'on dit, même si dans certains aspects et dans certains secteurs, cela reste encore à prouver. Je pense que le discours était un discours qui est révélateur de la volonté également du Mali de ne pas se poser avec trop d'ego à la face du monde en voulant dire nous sommes les plus fiers, nous sommes les plus forts et nous pouvons tout régler tout seuls, parce que ce n'est pas vrai, le monde ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc lorsqu'il parle par exemple de la MINUSMA en disant qu'il y a effectivement 75% des déplacements qui ont pu se faire et que les 25% n'ont pas pu se faire parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui manquaient pour que cela puisse se faire, c'est une manière de dire également que le Mali ne pose pas de frein au mouvement de la MINUSMA, mais déjà on est dans un changement de paradigme, parce que, rappelez-vous, encore il y a quelques années, cela ne semblait même pas possible. C'est la MINUSMA ou éventuellement les forces françaises qui disaient aux troupes maliennes, vous ne pouvez pas rentrer ici ou là. Donc je pense qu'on est déjà dans un changement de paradigme qui est à noter, qui est à féliciter, qui est à encourager. Mais de là à peut-être aller à l'extrême tout de suite, je ne pense pas non plus que ce soit la meilleure des solutions. Il ne faut pas que la MINUSMA s'éternise ici, mais je pense que le mandat, s'il se renouvelle, qu'il puisse se limiter à ce mandat-là. C'est-à-dire que l'année qui va suivre, les choses puissent se régler dans ce laps de temps, qu'on puisse, comme il y a des élections aussi qui sont prévues par la suite, y arriver calmement, qu'on puisse avoir une paix véritable avec le peuple du Nord, quitte à faire un nouvel accord, qui n'est pas simplement l'accord d'Alger, mais qui pourra à ce moment-là entériner et peut-être s'imposer par rapport aux aspects qu'il y a déjà dans cet accord-là, ou comme ils le disent eux-mêmes dans leur discours aujourd'hui, faire une mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord d'Alger, ce qui signifie mettre certains éléments de l'accord en mouvement. Ils ont parlé de la DDR qui est en cours, et ils ont parlé de plus de 2750 ex-combattants qui ont déjà été intégrés. Également, c'est un processus qui est là. Mais maintenant, aujourd'hui, par rapport spécifiquement au cas de la MINUSMA et des Nations Unies, oui, je le répète, un État, c'est des sentiments, c'est de la passion, mais c'est aussi de la raison. On ne peut pas vouloir se fermer à tout le monde si on n'a pas les moyens de cette politique-là. Si on les a, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens, à mon avis, seul, de faire face à toutes ces menaces-là sans l'appui de partenaires extérieurs tels que la Russie, la Chine ou d'autres. Peut-être qu'à terme, ça viendra, mais au jour d'aujourd'hui, la Turquie aussi. Donc, on est dans un nouvel ordre mondial, comme ils aiment le dire. Et je pense que même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies tout court, il va y avoir un redécoupage, et par rapport aux membres permanents, et par rapport aux membres de l'Assemblée générale tout court. Parce qu'on a beau dire, même si ça a été fait dans les années 45 par un petit nombre de personnes pour le mettre en place, oui, aujourd'hui 193 États sont membres des Nations Unies, donc presque tous les États. D'accord. Docteur, on a vu que l'ambassadeur Konfrou s'est défait de ses gants de diplomate pour répondre à ses collègues de la France et de l'Équateur. Est-ce qu'on peut dire l'Équateur aussi? Vous savez, j'ai beaucoup aimé la réaction de notre ambassadeur, et c'est l'occasion pour moi de dire à tous les Maliens de s'assumer et de ne pas être complexé devant n'importe quelle autorité et de défendre le pays à tous les niveaux.
Et malheureusement, vous savez, ce système des Nations Unies est fait pour prendre certaines décisions, c'est instrumentalisé, qu'ils les disent ou pas. Et vous savez, au sein du système des Nations Unies, il y a 3 axes clés. Les questions sécuritaires, les questions économiques et la question de justice. Et quand ce système des Nations Unies parle des questions de droits humains, je pense que c'est pour tromper la face. Dans aucun de ces pays, ils respectent les questions de droits même à leur niveau. Et s'il y a des questions de droits humains, pour moi, ils sont mal placés pour parler des questions de droits humains. Je prends l'exemple. Qui a attaqué l'Irak? Ça a été fait par qui? Ce n'est pas les Irakiens. Les enfants, les femmes qui sont mortes là-bas, si c'est des questions de droits humains, je pense qu'on les a tués. Ils sont restés sans abri. On a mis le pays en ruine. Ils ont des questions des besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. La Libye, qui n'enviait pas la Libye? Mais où est-ce que j'étais? Et cette Libye est comme aujourd'hui. Et qui se disent eux-mêmes, est-ce qu'ils sont vraiment des humains, au lieu de parler des droits humains. Et quand ils veulent parler de ces questions, c'est une façon de faire la propagande, c'est une façon d'accuser notre pays, c'est une façon de nous attaquer. Et je ne suis pas un divin, mais cette fois-ci, ils vont tous échouer. Cette campagne médiatique, en fait, qui est orchestrée, qui est vraiment suffisamment préparée contre le Mali, et je dirais le Mali a pris de l'avance par rapport à ces personnes. Et la meilleure alternative qui serait saisie, parce qu'on ne va pas se laisser faire. Vous allez me dire, mais comment on ne va pas se faire? Moi-même, je suis qui? Mais en réalité, la première révolte, c'est de dire non. On n'est pas d'accord par rapport à tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent au Mali. Au Mali, nous sommes en harmonie avec nos communautés qui sont au nord. Je prends l'exemple, à Bamako, tu ne verras jamais dire qu'il y a un scandale parce qu'il y a un problème entre ethnies ici. Ça, c'est la preuve vivante. Toutes les communautés du nord sont à Bamako. Mais quand l'armée fait son travail, et quand vous voulez dévier la conscience collective des uns et des autres, quand vous voulez diviser un pays, et c'est ce qu'ils veulent faire au Mali, ça ne va pas marcher. Et c'est aux Maliens de comprendre. Et c'est pourquoi ils vont aux Nations Unies, c'est pour prendre les décisions. Et c'est une façon en disant il y a un rapport, c'est une façon de dire il y a des preuves, c'est une façon d'attaquer le pays et ça ne va pas marcher. D'accord. Voilà, il faudra que les gens s'assument et c'est ce que les Maliens sont en train de faire et nous allons nous assumer et tous les Maliens doivent être des soldats à la date d'aujourd'hui. Monsieur Diarra, visiblement l'ambassadeur Confourou n'est pas prêt à suivre le cours des droits de l'homme de l'ambassadeur équatorien. Je pense que notre ambassadeur est dans cette ligne gouvernementale qui est la réciprocité en fait. Mais je pense que ça aussi c'est disons, comment dire ça, c'est-à-dire que ça aussi c'est intensifié par le fait qu'il y a à chaque instant, je pense, un manque de confiance souvent, et même très souvent dans ces rapports-là. Ce que je vais expliquer là, d'ailleurs, peut-être avant de rentrer dans ça, je voulais juste mettre un petit point au niveau du rapport du secrétaire général. Je pense que tout le monde a dû faire attention que là, entre griffes, quelque part, on met accord de paix pendant qu'on est en train d'écrire. Accord pour la... Voilà, donc si c'est une coquille déjà, que l'attention soit attirée là-dessus. Si ce n'est pas une coquille, qu'on cherche à comprendre pourquoi c'est maintenant que on écrit accord de paix. Et donc, mais ce point étant fait, je reviens effectivement au point de l'ambassadeur. Je pense que ce qui est extrêmement important dans ça, les droits de l'homme dans un pays comme le Mali, qui est en guerre depuis des années, je pense d'abord que ça profite, le respect des droits de l'homme, ça profite d'abord à l'État du Mali, aux populations du Mali. Quand vous êtes partenaire de ce pays-là, ou lorsque vous intervenez, ou même si vous n'êtes pas partenaire, quand vous devez intervenir sur cette situation-là, il ne s'agit pas de ménager ces autorités-là sur le point des droits de l'homme, mais il s'agit au moins de faire des critiques constructives. Quand vous faites des critiques constructives, on comprend, même ce pays comprend, que oui, c'est vrai, nous avons peut-être souvent des difficultés, mais lorsque ces critiques-là vont dans le sens de construire, à partir de là, peut-être qu'on est tout de suite preneur. Mais quand il s'agit simplement d'avoir un esprit, de confondre un pays qui est déjà en difficulté, peut-être pour d'autres desseins, ou lorsque vous avez une telle attitude, naturellement, je comprendrai la réciprocité et la continuité de cette réciprocité-là pour nos autorités. Parce que c'est extrêmement déterminant. Une fois que tu n'es pas dans cette réciprocité-là, ça devient difficile. Et donc, l'autre point qu'il faut souligner, c'est que les informations sur la base desquelles on dit qu'il y a eu violation des droits de l'homme, ces informations, de mon point de vue, doivent être obtenues sur le terrain et avec les partis en présence, notamment la partie gouvernementale. Lorsque la partie gouvernementale se sent hors de ces informations-là, qu'elle tombe, elle ne sait même pas où
où c'est venu, comment, elle ne voit pas de source. Mais naturellement, le manque de confiance s'intensifie entre ces acteurs et le dialogue devient difficile. Donc, de mon point de vue, je pense que l'ambassadeur, il est en bon ordre avec la ligne gouvernementale. On va aussi écouter le point de vue. C'est bon, je m'en arrête là. Allez-y. Moi, je pense que tous les Maliens ont suivi ça avec beaucoup d'émoi et très fiers aussi. À la suite des deux premiers ministres et puis de l'ambassadeur Diop aussi. Je pense que c'est dans la même lignée que c'est la guerre de communication. Aujourd'hui, la guerre, je peux dire que c'est 80% de la communication, avant même les armes. Il y a un problème entre la France et le Mali, et donc ça se joue aux Nations Unies. Donc je pense qu'il faut répondre aux mots par les mots. L'ambassadeur a fait son rôle et on en est très fiers. Je pense qu'ils doivent rester dans cette lignée-là. Et je pense, comme l'a dit le Dr Wele, et tous les Maliens sont derrière eux et on est fiers de cela. Et je pense qu'ils vont continuer cette guerre de communication. Chaque fois qu'il y a un rapport, il faut que le Mali puisse aller défendre son point de vue et éclaircir ce qui a été mis dans le rapport. C'est sur ça que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Dr Ali Di Agali Wele, vice-président du BRDM, Bagui Diarra, analyste politique, Hassan C, juriste, et Alaï Koïta, candidat malheureux aux élections législatives de 2017. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Mopti. Au revoir.